les architectes paysagistes. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Le jardin botanique de Bogor, sur l'île de Java, est le plus ancien jardin botanique d'Indonésie. Il a été créé au début du XIXe siècle par les Hollandais qui contrôlaient alors l'archipel. Ce jardin, qui s'étend sur plus de 80 hectares, se trouve au cœur de la ville de Bogor. De nombreux commerçants accueillent les visiteurs car ce jardin botanique est également un parc public où les habitants de la capitale viennent se promener, loin de la chaleur étouffante de Jakarta. L'un des trésors du jardin est sa forêt tropicale humide. Muja est jardinier en chef depuis 10 ans. C'est lui qui veille sur elle. Là, Muja, c'est quand même frappant. On est à seulement une centaine de mètres de la ville. Et tout d'un coup, on est en immersion dans la forêt tropicale. Le Grand Parc de Bogor est un parc unique au monde parce qu'il se trouve dans le centre-ville d'une ville d'1 million d'habitants, avec des milliers de voitures qui passent autour du parc tous les jours et plusieurs industries qui polluent la ville. Quand les visiteurs y pénètrent, ils découvrent un magnifique parc. La forêt, c'est 60% du territoire de l'Indonésie. Évidemment, dans un jardin botanique comme celui de Bogor, il fallait pouvoir représenter cet écosystème. Ce grand parc reflète la végétation du pays. Nous avons dans cette forêt une collection de 3000 espèces originaires d'Indonésie et environ 13 000 spécimens. Alors comment avez-vous fait pour reconstituer une forêt artificielle ? Nous avons créé une forêt reflétant la forêt originelle d'Indonésie, ou la forêt tropicale. Nous avons créé une ambiance semblable. On ne coupe pas, on ne taille pas les plantes, on n'intervient pas beaucoup ici. On les laisse vivre comme elles sont. Elles poussent comme dans la nature. Oui, comme dans la nature. Voilà, on peut voir l'exemple de la vraie forêt tropicale indonésienne. On peut la voir ici. Par exemple, voici le tapis forestier, avec un couvre-sol comme premier étage. Et puis il y a l'étage absorbeur qui capte le plus de lumière, c'est le deuxième étage. Puis il y a les grands arbres qui forment le troisième et quatrième étage. En général, c'est comme ça dans les forêts tropicales, en Indonésie. Donc là, il y a les plantes épiphytes. Des monstera ? Oui, les monstera. C'est comme dans la nature originelle. Il y a le rotin qui grimpe d'ici vers le haut. C'est ça le rotin, ça c'est un jeune plant qui est en train de chercher la lumière et qui attend de trouver son arbre pour pouvoir grimper. Donc le rotin c'est une liane. Hein. Oui, c'est une liane. Voici les épines, très pointues. Elles peuvent s'agripper, se coller sur les troncs d'arbres, ce qui lui permet de pousser encore et encore vers le haut. Il peut devenir très long
Sa tige peut faire jusqu'à 100 mètres. Oh. Ah oui, il pique. Il pique sur les feuilles, mais surtout ici, là. Oui, oui. Leur objectif à ces plantes dans la vie, c'est de grimper. Donc effectivement, elles se donnent tous les moyens pour pouvoir grimper. Faites attention. Voilà. Le jardin botanique se situe dans une vallée creusée par la rivière Siliwung. Entièrement encerclé par la ville de Bogor, il accueille le palais présidentiel au nord dont les prairies jardinées sont fermées au public. Une forêt tropicale couvre la presque totalité de sa surface. Le jardin est découpé en parcelles et centres de recherche qui accueillent de nombreuses collections botaniques, comme le jardin des plantes médicinales ou les 3 pépinières, et la maison des orchidées. Nous avons une collection d'arbres très impressionnante. Ceci est l'arbre de Kenari babi, ou Canarium decumanum en latin. Nous voyons ses racines en contrefort qui sont assez épaisses. Ça, c'est vraiment comme les arcs-boutants d'une cathédrale. C'est eux qui viennent stabiliser l'arbre, en fait. Et ça, c'est les fruits, alors? Oh oui, c'est son fruit. On peut en ramasser un. C'est ce qu'on appelle la noix de Nangai. Ouais. Oui, c'est vrai. Ce sont des fruits comme celui-ci qui ont été apportés de la forêt lors d'une expédition. Il a été planté en 1855. Le jardin botanique de Bogor a pour mission de recenser et de conserver le plus grand nombre d'espèces autochtones possible. Des équipes partent régulièrement en expédition aux 4 coins de l'archipel afin de rapporter des spécimens qui viendront compléter les collections. Il s'agit de préserver l'incroyable biodiversité des 17 000 îles du pays. Voilà. C'est le résultat de notre dernière expédition sur les îles de Samosir et de Sumatra du Nord. Nous les avons rapportés la semaine dernière, moi et 5 autres. Nous venons de rentrer. Ce sont les plants que nous mettons en pot pour les acclimater dans cette pépinière. Nous pouvons voir un exemple. Ce sont les arbres qui vont devenir très hauts. Plus tard, quand ils auront bien poussé, nous les transférerons à l'extérieur, nous les planterons dans le grand parc, mais seulement l'année prochaine. Là, ce sont les bégonias que nous avons rapportés de l'île de Samosir. Mudja, comment ça se passe une expédition aujourd'hui? Oh, les expéditions sont très intéressantes, mais celles d'aujourd'hui sont bien différentes de celles du passé. Dans le passé, les forêts étaient encore grandes et vertes. Il y a 10 ans, quand nous pénétrions dans la forêt, nous devions camper avec la tente en pleine forêt. Maintenant, il y a de plus en plus d'habitations proches de la forêt. Donc aujourd'hui, on monte notre camp au milieu des habitations. Avant, il y avait beaucoup plus de forêts. Nous pouvions facilement trouver les plantes que nous cherchions. Au contraire, aujourd'hui, les forêts commencent à se réduire. Cela rend difficile notre travail de recherche. C'est difficile. La mission de conservation des plantes est plus que jamais nécessaire pour protéger la biodiversité des zones les plus sauvages et reculées d'Indonésie. Le jardin de Bogor est créé en 1817 par le gouvernement des Indes néerlandaises
qui vient de récupérer l'archipel occupé par les Anglais depuis 6 ans. Les Hollandais souhaitaient réunir les plantes indigènes pour les étudier et les utiliser à des fins commerciales, ornementales et médicinales. Bapak, historien, a étudié le jardin pendant 34 ans et a participé à de nombreuses expéditions en forêt tropicale. Lorsque le gouvernement colonial hollandais est revenu en Indonésie, il a amené des scientifiques en Indonésie. Parmi ces scientifiques, il y avait le docteur Reinwarth. Il lui a été demandé de créer un grand jardin botanique juste derrière le palais. Donc petit à petit, le jardin devient de plus en plus grand, il double de surface, et en même temps, la ville commence à entourer le jardin. Oui, parce que la ville de Bogor se développe de plus en plus. L'économie se porte de mieux en mieux, et beaucoup de gens d'autres provinces viennent à Bogor pour travailler. Quand j'étais petit, en 1960, la population de Bogor n'était que de 200 000 habitants. Maintenant, il y en a plus d'1 million. Mais le développement et l'émancipation économique de la ville de Bogor démarre quand même avec ce jardin. Oui, bien sûr, avec la présence du Grand Parc, se développe la recherche dans le domaine forestier, agricole, paysager, horticole. Donc, on fait beaucoup de recherches sur les plantes à valeur économique et industrielle. Il y a des plantes qui deviennent très populaires en Indonésie. Et sans doute le plus important, et qui est aujourd'hui devenu un produit d'exportation phare d'Indonésie, c'est le palmier à huile. Voici un des premiers palmiers à huile qu'on a fait venir de Guinée en 1848. Il est cultivé de manière intensive sur les îles de Sumatra et de Bornéo. Ça, c'est le fruit du palmier à huile. Quand on le presse, on obtient de l'huile de palme. En conséquence, beaucoup d'arbres dans les forêts sont abattus pour la plantation du palmier à huile, par intérêt économique, pour le business. L'Indonésie a vraiment besoin de la présence d'un parc comme celui-ci. La déforestation qu'entraînent les plantations massives de palmiers à huile pose de nombreux problèmes écologiques partout dans le monde. L'Indonésie est plus particulièrement concernée. Le pays, avec la Malaisie, est au premier rang des producteurs mondiaux d'huile de palme. La collection d'orchidées constitue l'autre trésor de Bogor. Le jardin botanique collecte des plants qui sont ensuite cultivés dans des serres et multipliés en laboratoire. Eka Marta, responsable de la collection d'orchidées, travaille ici depuis 10 ans.
Eka, les orchidées forment une très très grande famille de plantes, plus de 25 000 espèces. L'Indonésie, c'est un des pays sources des orchidées, de celles qu'on connaît. L'Indonésie est un pays qui possède une grande biodiversité, une flore très riche. On estime à environ 5000 le nombre d'espèces d'orchidées dans notre pays. Et ici, au Jardin botanique, nous avons une collection d'environ 500 espèces. Ça fait quand même du Jardin botanique de Bogor une des plus belles collections d'orchidées au monde. Lorsque nous collectons les orchidées dans les forêts, nous essayons de trouver de nouvelles espèces, environ 50 par an. Et nous espérons pouvoir en collectionner encore plus dans les années à venir. Donc là, vous avez besoin qu'elles fleurissent pour pouvoir les identifier. Oui, nous avons besoin des fleurs d'orchidées pour pouvoir les identifier, étant donné que beaucoup d'orchidées ont une structure similaire. Elles ont les mêmes feuilles, la même composition. Comme celle-ci. Nous avons seulement le nom du genre, Appendicula, mais nous n'avons toujours pas le nom de l'espèce. Nous devons donc attendre que cette orchidée fleurisse. C'est dans la fleur que l'on retrouve les caractéristiques principales de l'orchidée. Les fleurs d'orchidée, on va le regarder sur votre broche. Il y a toujours les deux pétales. Les sépales, qui sont les trois autres qui ressemblent à des pétales mais qui n'en sont pas, et puis le labial, c'est-à-dire celui qui est sous le pistil. Oui, c'est vrai. Je vais vous montrer cette fleur d'orchidée. Son nom est Dendrobium bigibbum. Après la floraison, nous fertilisons la fleur comme ceci. Nous ajoutons le pollen dans l'ovaire de l'orchidée. Donc là, l'étape d'après, c'est le fruit. Et c'est à partir du fruit que vous allez pouvoir faire votre travail de propagation. Oui. Voici un bon exemple d'un fruit d'orchidée qui est presque mûr. Comme vous pouvez le voir, il devient jaune, comme ceci. Et là, tout ça, c'est les graines alors? Oui, ce sont les graines d'orchidée. On dirait du pollen. C'est petit, vous voyez? Ouais, ça part avec le vent. Oui. Sans problème. Oui, ça part avec le vent. Ouais, donc ça, c'est une bonne stratégie pour se disperser partout en fait. Ouais. Voici notre laboratoire. C'est ici que nous poursuivons le développement des orchidées. Dans un premier temps, nous stérilisons le fruit dans de l'alcool, puis nous le passons dans une flamme environ 3 fois. Et après ça, nous coupons le fruit en deux et nous répartissons les graines dans un médium de culture. Je vous montre. La première étape. Voici les graines d'orchidée qui ont déjà germé. Elles sont devenues vertes. Donc là, chaque petit point vert, c'est une graine d'orchidée. Oui, cela s'appelle des protocormes. Après 3 à 6 mois, nous les transférons dans un nouveau support pour qu'elles germent plus, comme ceci. On commence à deviner des petites feuilles déjà. Oui, ce médium contient de l'azote, du phosphore et des micronutriments. Nous ajoutons également des acides aminés et des vitamines. Cela permet à l'embryon de l'orchidée de recevoir les nutriments nécessaires à sa croissance. Cette méthode de croissance est différente de celle que l'on peut observer dans la nature.
où l'embryon entre en symbiose avec un champignon qui lui est propre. Donc effectivement, on dit de ces plantes qu'elles sont inféodées, c'est-à-dire que l'orchidée, pour pouvoir se développer, a besoin de ce champignon, sans quoi elle ne pourrait pas pousser. Et vous, finalement, vous refabriquez une sorte de petit biotope avec cette gelée, avec tous les nutriments que vous mettez dans la gelée, pour qu'elle puisse pousser correctement comme elle le fait dans la nature. Oui. Est-ce que cela veut dire que l'orchidée n'a pas besoin de terre pour pousser? Oui. Elles ont juste besoin d'un support pour leurs racines. À travers leurs feuilles, elles peuvent réaliser de la photosynthèse et obtiennent alors les nutriments dont elles ont besoin. Elles les puisent dans leur environnement et non pas dans le sol. Une parcelle est réservée aux plantes médicinales. La thérapie par les plantes fait partie intégrante de la culture indonésienne. Elle est quotidiennement utilisée pour toutes sortes de maux. Aceh est jardinier et guérisseur. Il prend soin de ces plantes qui soignent. Et alors ça, Aceh, à quoi elle sert cette plante? Ça, c'est l'androgaphis. La fleur sert à remédier à des maladies de peau comme les démangeaisons. Et puis ces tiges sont utilisées pour laver le sang, pour le diabète et pour beaucoup d'autres maladies. Cette plante a beaucoup de vertus. Et alors l'aloe vera, tu l'utilises pourquoi? On l'utilise particulièrement en Indonésie, surtout pour que les cheveux soient abondants. On prend la chair comme ça. On récupère la chair, c'est assez visqueux. On l'utilise pour les cheveux, on l'applique comme ça. En Indonésie, avant, on a toujours fait comme ça. Pour les bébés et pour les adultes. On disait que c'était pour ralentir les cheveux gris. On en trouve beaucoup en Indonésie. On trouve cette plante presque dans chaque maison. Le médicament fait avec les plantes, ça prend du temps, mais immunise notre corps. Par exemple, quand les maladies reviennent, notre corps se protège comme s'il avait des barrières de protection. Ça, c'est de la clitoria. Alors la clitoria, c'est une plante qui ne pousse pas par chez nous, mais en revanche, on connaît sa famille, ce sont des fabacées, ou ce qu'on appelait auparavant des légumineuses, donc c'est la famille des pois, de l'acacia, du trèfle et de l'aves. Elle sert pour soulager les yeux. On prend un verre d'eau et on met 3 fleurs dedans. On laisse tremper environ un quart d'heure. La couleur de l'eau va changer. Elle va devenir mauve ou bleue. Quand l'eau a changé de couleur, c'est qu'on peut l'utiliser pour soigner les yeux. Donc en Indonésie, c'est comme ça. On peut l'appliquer sur les nouveau-nés, mais pour les adultes aussi. On fait juste tomber une goutte. Aceh, tu te sens plutôt jardinier ou plutôt guérisseur? Moi, je suis salarié du Grand Parc. Mon travail est de m'occuper des plantes médicinales. Ma tâche principale est d'entretenir ces plantes. Mais j'ai un deuxième travail, c'est de préparer des remèdes à ceux qui sont malades et me le demandent. Je fais des préparations, c'est l'héritage de ma mère. Je continue ce qu'elle faisait. C'est ce que j'aime faire, ou c'est mon talent tout simplement. En plus de ce que j'ai appris auprès de ma mère, j'approfondis mes connaissances sur les plantes médicinales.
L'archipel indonésien s'étend sur des milliers de kilomètres entre l'Asie et l'Océanie. Il possède une flore extrêmement riche. Si la surface de sa forêt tropicale diminue dangereusement, elle abrite encore une multitude de plantes qui restent à découvrir et à collecter. En organisant plusieurs expéditions annuelles à travers les 17 000 îles du pays, l'activité des équipes de chercheurs de Bogor est aussi intense qu'exceptionnelle dans le monde de la recherche botanique.